Bien. Mes chers collègues, je vous propose de poursuivre notre matinée de travail, s'il vous plaît. Nous entendons à présent Monsieur Christophe Rolin, directeur général de la Caisse des retraites des personnels de la RATP, sur le projet de loi de financement rectificatif de la sécurité sociale pour 2023. J'indique que cette audition fait l'objet d'une captation vidéo retransmise en direct sur le site du Sénat. L'objectif de cette audition est de présenter les impacts du projet de loi sur la Caisse de la RATP. Monsieur Rolin, je vais vous laisser la parole pour un propos introductif avant que nos rapporteurs, Elisabeth Doineau, rapporteur général, René-Paul Savary, rapporteur pour les retraites, et Sylvie Vermeillet, rapporteur pour avis de la Commission des finances, puis les commissaires ne vous adressent leurs questions. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Écoutez, je vais être court en propos liminaires, puisque je crois que vous avez un petit peu de retard. Alors, je suis Christophe Rolin, directeur de la CRP RATP. Vous receviez il y a quelques minutes M. Villard, directeur de la CNAV. Pour vous donner un ordre de grandeur, je crois que c'est plusieurs milliers, plusieurs dizaines de milliers de salariés côté CNAV. La CRP RATP est un organisme qui a 20 ans d'âge, qui est tout récent, qui est composé de 40 personnes. Donc, vous avez à peu près quand même l'ordre de grandeur qui fait que ça reste malgré tout un organisme efficient. Il faut aussi savoir le dire. Nous sommes 40 pour gérer le régime de retraite de la RATP. Donc, c'est un organisme créé en 2006 qui est indépendant, je le précise, puisque je crois que M. Agulon n'est pas là aujourd'hui, qui est complètement indépendant de la RATP, enfin, complètement indépendant. Qui est sous la tutelle des ministères, notamment du budget et des affaires sociales, mais qui est indépendant. Jusqu'en 2006, jusqu'à 15 ans, les retraites étaient gérées par l'entreprise elle-même, par un service des pensions. Ce n'est plus le cas, comme vous le savez, depuis 2006. Donc notre caisse, notre petite caisse, est indépendante. Donc en gros, pour vous donner quelques ordres d'idées, donc 40 personnes, on verse un peu plus d'1,2 milliard de prestations. En croissance régulière chaque année, je crois qu'on aura l'occasion d'en parler, à peu près 52 000 pensionnés et peu ou prou 42 000 salariés sous statut, je le précise, sous statut régime spécial. Voilà, je suis prêt à répondre à vos interrogations sur... Alors on va prendre dans l'ordre, Madame Doineau, rapporteur général, puis Monsieur René-Paul Savary, puis Madame Vermeillet. Merci, monsieur, de nous laisser le loisir d'attaquer par les questions directement. C'est peut-être aussi bien, mais on va peut-être redonner les bases. Donc, mes questions seront très, très simples, en fait. La première étant, quelles sont les spécificités du régime pour le personnel de la RATP par rapport aux autres régimes. Comme ça nous donnera une perspective. Pour tous les autres régimes obligatoires de base, j'entends. Ma deuxième question, c'est quelle sera donc l'incidence? J'ai posé la même question tout à l'heure à la précédente personne qui était auditionnée. L'incidence de la fermeture du régime aux nouveaux entrants sur sa trajectoire financière aussi. C'est intéressant de voir comment ça a des répercussions budgétaires. À quelle échéance son extinction devrait-elle intervenir? Ma troisième question, le versement par le régime général d'une compensation de la perte de cotisation induite par la fermeture du régime aux nouveaux entrants est-il envisagé? Merci. Alors, si je les prends dans l'ordre, quelles sont les spécificités du régime RATP? On pourrait, dans un premier temps, dire que c'est un régime qui est assez proche de celui de la fonction publique. Je dirais que c'est celui auquel il ressemble le plus. Il a malgré tout certaines spécificités qu'il rattache au régime général. Après, moi je dirais qu'il a quand même une spécificité, si on le met en comparaison, c'est que c'est finalement le régime qui distingue le mieux ce qui relève du service sédentaire et du service actif. Finalement, dans ce régime, vous avez 90% du personnel, c'est assez atypique, qui est en actif, en catégorie active, c'est-à-dire qui relève d'un tableau, soit A, soit B. Et qu'est-ce que ça veut dire une catégorie active à la RATP? Et ça rejoint un débat que vous avez dans le cas du présent projet de loi. Finalement, c'est des personnes dont on a considéré qu'elles exerçaient, dont le métier présentait une certaine pénibilité. Alors, plus ou moins importante, assez importante quand vous êtes en tableau B, un peu moins importante quand vous êtes en tableau A. Mais finalement, aujourd'hui, cette pénibilité, elle est prise en compte dans le régime depuis très longtemps, depuis
enfin en tout cas 1945, c'est-à-dire que ce critère-là existe. Il est prégnant parce qu'il couvre 90% du personnel, ce qui n'est pas rien. Et derrière, il y a tout un certain nombre de mécanismes qui ont été mis en place et qui existent depuis longtemps, finalement, qui sont pas nouveaux, qui permettent à ces personnes donc, qui exercent des métiers pénibles, recensés essentiellement dans 2 tableaux, mais quand on rentre dans le détail, ces tableaux sont subdivisés en d'autres tableaux, qui leur permettent de bénéficier de droits en termes de retraite, d'abaissement d'âge, de majoration de durée de service, qui sont finalement à due proportion du caractère plus ou moins pénible de leur métier. Et c'est fait de manière assez fine, finalement, parce qu'indépendamment des 2 catégories, vous avez la même chose à la SNCF, mais à la SNCF, vous avez 2 catégories. En gros, le personnel est dans une catégorie et il n'en change pas. À la RATP, vous avez 2 catégories qui se subdivisent encore en une quinzaine de catégories. Le personnel change. C'est-à-dire qu'il peut changer dans la semaine, il peut changer même dans le mois. Et associé à cette catégorie B, C et D, vous avez un pourcentage qui le rattache soit au tableau A, soit au tableau B. Donc je rappelle, B, c'est les plus pénibles, c'est essentiellement les conducteurs de bus ou de RER. B, c'est plutôt la maintenance. Donc vous avez un pourcentage qui le rattache soit au A, soit au B, et qui derrière décline un certain nombre de droits afférents à cette période et à cette proportion. De droits, donc abaissement de l'âge de départ en retraite, majoration de la durée des services. Donc finalement, si je résume, la pénibilité existe dans ce régime, elle est finalement bien prise en compte, après on parlera des conséquences financières bien sûr, mais elle est prise en compte de manière finalement assez pertinente, avec des droits associés. Et le deuxième critère, la deuxième différence moi, que je fais pour ce régime, si je compare aux autres, en tout cas dans la mesure où je peux les connaître, donc premier critère, cette prise en compte de la pénibilité qui est finalement assez fine. Deuxième spécificité, c'est, je dirais, une assez forte individualisation des droits. C'est-à-dire que, par exemple, le critère générationnel marche très mal dans ce régime. Il y a une assez forte individualisation des droits parce que chaque salarié, en fonction de son appartenance à tel ou tel tableau, en fonction du moment où il sera dans tel ou tel tableau, il peut très facilement prévoir et individualiser sa pension de retraite. Alors, indépendamment du fait que, comme vous le savez, on prend son dernier salaire, en tout cas des 6 derniers mois, etc., c'est quand même plus facile pour calculer sa pension de retraite qu'au régime général. Mais il y a une très forte individualisation par chaque salarié de ce qu'il veut faire à la retraite, de combien il veut toucher, de à quel moment il veut le faire. Et à ce titre, on a notamment développé un simulateur qui est très très fin, qui est finalement un outil de préliquidation, contrairement à beaucoup de simulateurs. Mais finalement, ça peut aussi être vécu comme un avantage. C'est-à-dire dans le cas d'un régime par répartition, je le rappelle, on reste, en tout cas ce régime est un régime par répartition, malgré tout, chaque salarié de la RATP qui est aujourd'hui au statut a une très forte possibilité, je dirais, de définir le moment, le montant et les conditions de son départ en retraite. Voilà. Pour répondre à votre première question, sinon on retrouve des choses qui sont très similaires en termes de droit à la fonction publique, en termes de calcul, de taux, d'âge, etc., etc. Mais je voulais insister sur ces 2 points parce que je crois qu'ils sont d'actualité. Vous vouliez... Alors, vous êtes sur une autre question, mais... Oui, on va peut-être poursuivre, terminer. Est-ce que vous avez répondu à Madame Doineau? À la première. Je passe à la deuxième. Alors, Monsieur Savary, s'il vous plaît. La deuxième? Non, il y a la deuxième et la troisième. Alors, je vais faire plus court, alors, excusez-moi. Oui. Sur la deuxième, oui, la trajectoire financière, je n'ai pas d'éléments à vous donner parce que je crois que la Première ministre a prévu que ça serait vu dans le cas des lois de finances et à venir. Et simplement, enfin très rationnellement, je vais reprendre un chiffre qui est donné d'ailleurs dans l'étude d'impact et que je peux m'approprier, c'est qu'aujourd'hui, il y a peu ou prou 1500 à 2000 embauches sous statut à la RATP. Le chiffre qui est donné dans l'étude d'impact, et je valide, grosso modo, 1500 à 2000 embauches, c'est entre 20 et 25 millions de cotisations retraite. Donc si demain, à partir du 1er septembre 2023, en année pleine, c'est 1500 ou 2000, selon les cas, aux salaires d'embauche qui sont ceux actuels, ne se font plus dans le cas du régime de retraite RS, mais au régime général, c'est chaque année 20 à 25 millions de cotisations en moins qui seront perçues. Et bien sûr,
en cumulé. Je rappelle juste, l'État, la CRP, la caisse de retraite verse un peu moins d'1,3 milliard de prestations, dont 780, en tout cas en 2002, financées par la subvention d'État. Donc vous avez un ordre d'idée, 20 millions de cotisations en moins, 20 à 25 la première année, et en cumulé, bien sûr, les années suivantes. Sur le troisième élément, je n'ai pas d'éléments autres que ceux que le gouvernement a donnés, c'est-à-dire à la fois la garantie d'une compensation de la perte de cotisation. Après, les modalités restent à définir, hein, je crois, dans le cas des lois de finances et de financement de la Sécu pour 2024, soit par le biais d'une majoration de la subvention de l'État, parce que déjà aujourd'hui, il y a une subvention de l'État qui est conséquente, qui est même majoritaire dans le financement du régime, hein, je le rappelle, soit dans le cadre d'un transfert des régimes, on va dire, récipiendaires des cotisations de main, c'est-à-dire le régime général et la GER-Carco. Suivre. Ah oui, oui, vous aviez à quelle échéance son extension devrait-elle intervenir? Je ne peux pas vous répondre, en tout cas, je peux vous faire la réponse que d'autres vous feraient, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, même plus que ça, vous savez, juste pour donner notre idée, aujourd'hui, j'ai encore deux personnes, une personne qui a bénéficié de sa pension de réversion en 1947. Vous voyez qu'on peut l'avoir très tôt. Dans ce régime, il n'y a pas de condition d'âge. Donc j'ai une veuve qui perçoit sa pension d'inversion depuis 1947 et un retraité qui perçoit une pension dite de réforme depuis 1952. Vous voyez, 40 ans, c'est un peu court. Je dirais même c'est 80 ans. C'est 80 ans quand on regarde. Voilà, il y aura encore quelques retraités dans 80... Exactement. Oui, moi j'avais des questions sur la partie... Pardon, excusez-moi. Concernant l'extension du dispositif de retraite anticipée, est-ce qu'il y a des modalités qui s'appliquent à votre régime, hein, puisque la plupart du temps c'est pour des salariés des régimes généraux, mais est-ce que ça s'applique à votre régime? Combien d'assurés exercent actuellement en cumul emploi-retraite? Alors, pour répondre à votre question, M. Savary, aujourd'hui, le dispositif de retraite anticipée, c'est-à-dire de carrière longue, on est d'accord, hein, c'est carrière longue, parce qu'on a des salariés à la RATP, comme vous le savez, qui peuvent partir à 52, à 57 ans, voire même avant, pour des titulaires de pension de réforme ou pour des mères de famille de 3 enfants et plus. Mais par rapport au dispositif de carrière longue, il s'applique, mais il y a très très peu de personnes. Il y en a, j'ai fait le recensement, il y en a aujourd'hui 152. Donc c'est un dispositif qui est peu utilisé dans le régime, ce qui peut s'expliquer parce que les gens ont la possibilité de partir plus tôt. Sur le cumul emploi-retraite, alors grosso modo, jusqu'à l'année dernière, on avait à peu près... Excusez-moi, mais ils vont partir, ceux qui étaient à 52 vont partir à 54, ceux à 57 vont partir à 59 quand même. Oui, mais quand vous regardez aujourd'hui la réalité, ceux de 52 par exemple, c'est le tableau B, les plus actifs, ils ne partent pas à 52 dans les faits, ils partent à plus de 56 ans aujourd'hui. Ouais. Et grosso modo, chaque année, l'âge de départ prend un trimestre. Quand vous regardez, année par année, c'est 3 à 4 mois. Donc aujourd'hui, ils partent à plus de 56 ans, les B. Les A partent à 57 ans et demi. Donc vous voyez bien qu'ils ne partent pas dès qu'ils ont leur date d'ouverture de droit. Ils partent en général, à peu près 85% des salariés de la RATP aujourd'hui partent quand il n'a pas de décote. C'est-à-dire dès lors qu'il n'a plus de décote. C'est pas... J'ai des salariés qui ont des droits ouverts. Donc ça ne va pas changer grand-chose, le décalage de l'âge? Non, moi je pense que non aujourd'hui dans la réalité des faits, surtout que la réforme Touraine n'a pas encore fini ses effets, il faut quand même le rappeler. Oui. Pour notre régime en tout cas, c'est encore le cas. Aujourd'hui, si vous prenez les catégories B qui partent à plus de 56 ans, les A qui sont à 57,5, si vous voyez que chaque année, l'âge de départ moyen prend 3 à 4 mois, il n'y a pas un impact énorme. En tout cas, je ne pense pas qu'il y ait un impact sur les âges de départ en retraite. Il pourra y avoir un impact sur les montants de pension, parce qu'effectivement, demain, pour calculer le taux, au lieu de prendre aujourd'hui 168 trimestres, puisqu'il y a la montée en charge, on prendra 172 trimestres. Donc il pourrait y avoir un ratio un peu plus pénalisant. Mais en termes d'âge de départ en retraite, je ne pense pas, très honnêtement, que le fait de passer de 52 à 54 ou de 57 à 59 pour les A et les B
ait un impact considérable. Okay. Et sur le cumul emploi-retraite, oui. Il y en a beaucoup qui le prennent après sur le cumul emploi-retraite, il y en avait assez peu jusqu'à présent. Il y avait chaque année à peu près 500 à 600 personnes. Et l'an dernier, on est passé à 1477. Donc, vous voyez, on a multiplié par 3. Bon, voilà, ça peut s'expliquer, je pense, hein, je ne veux pas parler à la place de l'entreprise, mais pour 2 raisons. D'abord, on a quand même de plus en plus des gens qui ne partent pas au taux maximum, c'est-à-dire qui ne font pas liquider leur pension sur la base de 75%. Il ne faut pas oublier ça. La moyenne, c'est plutôt 65%. Derrière, le chiffre calcule la pension en 75, la réalité, c'est plutôt 65. Hein, il faut avoir ça en tête. Donc, ils partent avec une pension, en tout cas, qui n'est pas forcément au taux plein. Donc, derrière, ils partent relativement tôt quand même, hein, 56, 57, 58 ans en moyenne. La moyenne, c'est 57 ans et 3 mois. C'est quand même assez tôt si on compare au régime général. Donc, ils reprennent une activité assez facilement. Et aujourd'hui, je crois, ils peuvent aussi en reprendre une dans l'entreprise, en étant embauchés sous statut régime général. Hein, c'est-à-dire qu'ils font liquider leur pension, statut RS, peut-être un peu moins que ce qu'elle aurait pu être, mais ils reprennent une activité, voire la même activité, sous statut régime général. Pour vous donner un ordre d'idée, hein, je pense que vous avez le chiffre, aujourd'hui, au sein du régime RATP, vous avez plus de 5000 personnes qui relèvent du régime général, qui sont contractuelles. Et c'est même à peu près, je parle en l'absence du DRH de la RATP, mais c'est un tiers des recrutements annuels déjà aujourd'hui. Merci. Madame Vermeillet, s'il vous plaît. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le directeur, j'ai 3 questions qui sont liées. Vous n'avez pas encore abordé la question de l'ouverture à la concurrence et comment elle se mêle à cette réforme. Alors, sous cet aspect-là, je vais vous poser une question classique. J'imagine qu'avec la réforme, on a dû vous demander davantage d'estimations sur le coût du déséquilibre démographique et le coût des droits spécifiques. Il n'y a pas de T2 à la RATP comme il y en a un à la SNCF, mais du coup, est-ce que vous avez des précisions sur le coût de ce déséquilibre démographique et celui des droits spécifiques? On vient à l'instant d'entendre le directeur de la CNAV qui n'a pas l'air d'envisager qu'il puisse y avoir une compensation de la CNAV avec la fermeture du régime RATP. Alors, vous venez de nous dire qu'il y a une perte estimée de 20 à 25 millions par an chaque année. Voilà, chaque année avec la fermeture du régime. Comment vous imaginez le devenir de la CRP RATP dans ces conditions, puisque non seulement il y aura de moins en moins de cotisants, en tout cas il n'y en aura plus de nouveaux, et puis il y aura toujours les prestations à continuer à honorer. Donc voilà, est-ce que vous imaginiez une compensation CNAV pour ces nouveaux, pour ces salariés qui cotiseront CNAV et qui cotiseront plus RATP. Et puis voilà, le devenir de la caisse elle-même. Merci. Alors, si j'essaie de reprendre dans l'ordre vos questions, l'ouverture à la concurrence, c'était un gros sujet. Pour moi, au moins aussi important que celui qui nous occupe aujourd'hui. Comme vous le savez, hein, la loi LOM a prévu l'ouverture à la concurrence. Alors, dans le cas du ferroviaire, ça a été traité. S'agissant de la RATP, aujourd'hui, ça n'a pas encore été traité, puisque les décrets d'application, et tout tient dans les décrets d'application, n'ont pas été pris encore. Comme vous le savez, hein, la loi LOM a prévu que cette ouverture à la concurrence interviendra dès le 1er janvier 2025. Il y a déjà des marchés aujourd'hui. Les décrets aujourd'hui ne sont pas pris, je crois qu'ils sont repoussés un peu plus tard. En même temps, c'est majeur, parce que qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Et c'est un peu l'exercice intellectuel qu'il faut qu'on arrive à faire. C'est qu'aujourd'hui, on parlait de clause du grand-père, dans ceux qui restent, les 42 000, à peu près 43 000 salariés qui restent, il y en a peu ou prou 19 à 20 000 qui, au 1er janvier 2025, vont quitter l'entreprise. C'est-à-dire plus de 40%. Ils vont quitter l'entreprise, ils vont aller soit dans les filiales de la RATP, soit dans des organismes qui auront emporté les marchés.
mais ils perdront le statut. Ils perdront le statut. Finalement, c'est l'inverse de ce qu'on fait sur la réforme, où en gros, les nouveaux embauchés au 1er septembre 2023 vont garder tout leur statut, quand on regarde, sauf les droits à retraite. Mais là, c'est l'inverse. Ces gens-là, ils vont quitter l'entreprise, ils vont perdre leur statut, mais la loi prévoit qu'ils gardent une chose, c'est leur droit à retraite au régime spécial, avec toutes ses spécificités. Ce qui n'est pas simple, parce que ça veut dire que demain, la CRPRATP va devoir gérer 20 000 personnes, peu ou prou, dans X entreprises, 10, 20, 100 nouveaux employeurs, relevant du privé, du régime général, donc avec un fonctionnement privé, des cotisations de droit commun, la DSN, etc. Et en même temps, garantir, si je me fie à la loi, mais en tout cas, hein, qui tient en 2-3 lignes, les mêmes droits que si ces personnes étaient restées dans le régime. Ce qui n'est pas facile, parce que la plupart de ces droits sont construits, sont associés à la structure, au mode de fonctionnement de la RATP, ne serait-ce que les emplois, etc. Donc c'est un sacré enjeu technique, financier aussi, je ferai le lien avec votre deuxième question, c'est comment demain récupérer les cotisations, gérer des droits pour des personnes qui n'appartiendront plus à la RATP, avec lesquelles on n'aura pas les relations qu'on a aujourd'hui, et en même temps pour lesquelles il va falloir inventer des choses. Je vous parlais des tableaux A, des tableaux B. C'est 90% du quotidien RATP. Ça n'existe pas, ça, dans le privé. Et comment on va faire? Voilà. Comment on va créer ces critères de... Voilà. Donc je pense que le sujet ouverture à la concurrence est plus complexe que le sujet réforme d'un certain côté. Alors, le coût du déséquilibre, moi, je ne peux pas parler à la place du gouvernement ni de M. Villard. Il est bien évident que, à partir du 1er septembre 2023, le fait de ne plus percevoir les cotisations des nouveaux embauchés va fortement dégrader les comptes du régime. Je donne juste un ordre d'idée. Alors aujourd'hui, il ne nous a pas été demandé de les financer, de les évaluer. Aujourd'hui, pour répondre à notre question, il nous a été demandé de continuer à fonctionner en l'existence, c'est-à-dire les prévisions qu'on est en train de faire, notamment pour le compte général de l'État, se font sur les bases existantes. Mais quand vous regardez aujourd'hui, 2022, en tout cas l'année dernière, la subvention de l'État, qui a été requise pour équilibrer le régime, était d'un peu plus de 780 millions. Peu ou prou 500 millions de cotisations et 780 millions de subventions. Dans 4 ans, c'est-à-dire dans 4 ans, 2026, selon les estimations qui ont été faites en septembre, donc ils devront être majorés pour tenir compte de l'impact des revalorisations des pensions, mais aussi de la valeur du point RATP qui ont eu lieu l'an dernier. Dans 4 ans, 2026, à régime constant, c'est-à-dire sans perdre des cotisations, le besoin de financement est estimé à 960 millions. Donc vous voyez, c'est 180, même 190 millions de plus. Si à partir du 1er septembre 2023, on ne reçoit pas les cotisations, c'est-à-dire 20 à 25 millions chaque année qui se cumulent, vous voyez bien que ce besoin de financement dans 4 ans, il ne sera pas de 960 millions, il sera d'1,2 milliard. Parce que, voilà. Donc l'État s'est engagé, en tout cas, voilà, je crois que c'est un discours constant qu'il a eu à compenser, selon des modalités qui restent effectivement à définir dans le cadre des lois de finances, des lois financières, on va dire, de fin d'année, que ce soit une majoration de la subvention actuelle, pourquoi pas, que ce soit un reversement de la CNAV ou de la COS, c'est pas complètement impossible, parce que je vous disais tout à l'heure, si je prends l'ouverture de la concurrence, à partir du 1er janvier 2025, c'est 20 000 personnes qui vont aller au régime général. Ils vont cotiser à la COS, au régime général, mais en même temps pour sauver des droits au RS. Donc il faudra bien, en toute logique, que s'il y a des droits au RS, il y ait un reversement, tout ou partie, je ne sais pas, des cotisations qui ont été payées par ces personnes-là. Mais voilà, ça aujourd'hui, je ne sais pas quel sera le choix du gouvernement sur le sujet. Non, pour répondre à votre question sur les droits spécifiques, c'était une bonne question. Non, j'ai pas eu de demande. C'est un sujet très compliqué que la Cour des comptes avait essayé d'aborder il y a quelques années, si vous vous rappelez, et qui avait un peu conclu à la difficulté. Non, aujourd'hui, il n'y a pas de réelle estimation. Il y a des choses partielles, mais vous avez raison, il n'y a pas de réelle estimation de ce qui fait la spécificité de ce régime. Et comme vous l'avez très bien souligné, il n'y a pas de T2 aujourd'hui. Donc je n'ai pas de chiffres aujourd'hui sérieux à vous avancer. Pour le devenir de la CRPRATP, alors je ne sais pas si la CRPRATP sera encore là dans 80 ans pour gérer les derniers retraités. Nous sommes un tout petit régime.
Après, je dirais, et je conclurai là-dessus, juste deux choses, parce que c'est important aussi d'avoir ça en ligne de mire quand on gère. C'est un organisme qui aujourd'hui est très efficient. Ses coûts de gestion sont à peu près de 0,4%. Faites la comparaison avec beaucoup d'organismes, je pense qu'on est plutôt à 3 à 4% de coûts de gestion. Nous sommes à 0,4% de coûts de gestion. Donc, faisons parfois attention, on peut être un petit régime et être très efficient. 0,4%, je pense que c'est difficile de faire mieux. Et en termes de qualité de service, je crois que c'est aussi important. Hein. On ne crée pas un régime pour créer un régime. On crée pour rendre le service le plus satisfaisant possible au coût le moins élevé possible. Donc le coût, je l'ai évoqué. En termes de service, aujourd'hui, quand je regarde tous nos indicateurs, quand je regarde les résultats des enquêtes de satisfaction, ils sont très bons, très positifs. Plus de 95% de satisfaits. On liquide 100% des pensions dans les délais. Depuis 6 ans que je suis là, il n'y a jamais eu de solde. Et nous répondons notre taux de décroché téléphone, par exemple, est tourne entre 97 et 99%. Tout ça pour dire, je ne sais pas jusque quand vivra la CRPRATP, mais je souligne juste qu'aujourd'hui, elle gère bien ses retraités et à moindre coût, et que si demain notre organisme devra le faire à sa place, je pense qu'il faudra avoir en ligne de mire ces éléments à la fois en termes de services rendus et de coûts de gestion, parce que c'est aussi important. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes vos questions. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Je n'ai pas d'inscrits? Non. Merci beaucoup, monsieur le directeur.